Bonjour. Nous continuons et nous terminons notre chapitre consacré à la sexualité et à la procréation avec les capacités de maîtriser sa procréation. Maîtriser sa procréation, cela signifie être capable d'avoir un enfant quand on veut avoir un enfant et de ne pas avoir d'enfant lorsqu'on veut ne pas avoir d'enfant. Ce sont deux choses différentes, mais qui permettent de maîtriser sa procréation. Autrement dit, de choisir le moment où l'on veut procréer. Ça va être permis grâce à deux techniques médicales. Une technique qu'on appelle la contraception, qui sert à limiter la capacité de procréation, autrement dit à ne pas avoir d'enfant quand on ne veut pas avoir d'enfant. Et l'autre partie, la procréation médicalement assistée, qui est simplement l'inverse, qui est le moment où on veut avoir un enfant, et même si on n'y arrive pas, comment faire pour y avoir un enfant. Pour cela, je vous l'ai dit, il faut comprendre comment fonctionne le corps humain, et notamment comment fonctionnent les hormones sexuelles, qui vont avoir un rôle assez important. Tout d'abord, on va voir le principe de la contraception. Donc, contraception, comprenez bien, c'est une limitation volontaire de la procréation. Aujourd'hui, grâce à la connaissance fine des hormones endogènes, on a pu mettre au point des molécules exogènes qui imitent des hormones. Qu'est-ce que ça signifie? Une hormone endogène, c'est une hormone qui est créée par le corps. Endo, en grec, c'est ce qui est à l'intérieur. En latin, pardon, en latin. Donc, les hormones endogènes, c'est les hormones produites par le corps. On avait déjà parlé de molécules exogènes. Les molécules exogènes, on peut mettre au point des molécules exogènes, donc fabriquées en dehors du corps, en laboratoire, en usine, qui permettent d'imiter les hormones endogènes. Et en imitant les hormones sexuelles, eh bien, comme on comprend maintenant comment fonctionnent les organes sexuels, on peut mettre au point des méthodes de contraception nouvelles, des méthodes hormonales. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. La contraception, ce n'est pas quelque chose qui date du XXe siècle. C'est très vieux, la contraception. Euh, J'en veux pour preuve ceci. Ceci, c'est un petit anneau de cuivre qui a été retrouvé dans une momie, à l'emplacement du vagin de la momie, une momie femelle. Ce petit anneau de cuivre s'appelle un pessaire. Le pessaire servait simplement de moyen de contraception. Le petit anneau de cuivre était inséré dans le vagin de la femme, enfin de la femelle, et au moment où il y avait éjaculation du mâle dans le vagin, les spermatozoïdes passaient par le trou ici de cuivre. Or, le cuivre tue les spermatozoïdes. Donc c'était un moyen de contraception qui était d'ailleurs plutôt efficace et qui était plutôt sain. C'était quelque chose qui était plutôt hygiénique, qui a été utilisé pendant très longtemps. Alors c'était réservé à l'époque aux personnes les plus riches. Tout le monde n'avait pas moyen d'avoir des anneaux de cuivre à l'époque. Mais donc c'était en l'occurrence pour des maîtresses du pharaon qui pouvaient, comme ceci, choisir le moment où vous avez un enfant en retirant l'anneau de cuivre. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très vieux, la contraception. À côté, vous avez quelque chose qui date du 19e siècle, qui est une petite éponge qui est pareil, s'insérait dans le vagin, qui absorbait le sperme et qu'on retirait après l'acte sexuel. Donc il ne faut surtout pas imaginer que la contraception, c'est quelque chose qui est tout récent. C'est quelque chose qui est vieux. La contraception, il ne faut pas imaginer non plus que c'est uniquement ne pas avoir d'enfant. La contraception, c'est une limitation temporelle de la capacité d'avoir un enfant. Le principe de contraception, c'est que lorsque l'on arrête la contraception, l'individu retrouve sa capacité à enfanter, à procréer. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit définitif. Parce que définitif, ça s'appelle la stérilisation, c'est autre chose. La contraception, c'est pendant un moment, voilà, actuellement, je ne veux pas avoir d'enfant. Peut-être que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je voudrais avoir un enfant, mais pour l'instant, je ne veux pas. La contraception, c'est quelque chose qui est temporel. Il faut que ça soit réversible. Il faut que lorsqu'on arrête la contraception, la personne retrouve sa capacité à procréer. Donc la contraception, c'est tous les moyens non définitifs qui empêchent une grossesse. Après la période de contraception, l'individu doit retrouver sa capacité de procréation. Attention, je dis bien empêcher une grossesse, la contraception, c'est valable tant pour le mâle que pour la femelle. Tous les moyens qui empêchent, après un rapport vaginal, d'avoir une grossesse, qu'ils soient mis chez le mâle ou chez la femelle, sont des moyens de contraception. La contraception n'est pas que l'affaire des femelles, c'est l'affaire à la fois des mâles et des femelles. La contraception, il y a plein de sortes de contraception différentes. Il faut bien comprendre ça, il y a un très large éventail de contraception possibles chez le mâle comme chez la femelle.
qui correspondent à plein de méthodes différentes. Chacune a ses avantages, a ses inconvénients, mais c'est quelque chose qui est très large. La méthode qui est la plus utilisée en France, la plus utilisée dans le monde, et pour des tas de raisons, c'est la méthode du préservatif. Alors, préservatif, il en existe de deux sortes. Il existe le préservatif masculin, qui est ici, donc qui se met sur un pénis en érection. Il faut attendre que le pénis soit en érection. Une fois que le pénis est en érection, on entoure le pénis du préservatif. Le préservatif va simplement empêcher le sperme de passer dans le vagin, puis par le col de l'utérus, dans l'utérus et dans les trompes de la femelle. Donc, si le sperme ne passe pas, les spermatozoïdes ne passent pas, il n'y aura pas d'enfant. La raison pour laquelle le préservatif est le moyen de contraception le plus utilisé, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que c'est un mode qui est très simple. Il suffit d'avoir un préservatif en état lorsqu'on a un rapport sexuel. On met le préservatif sur le pénis du mâle, c'est un préservatif masculin. Le préservatif féminin, on l'insère dans le vagin de la femelle, mais c'est le même principe, hein, vous avez compris. On le retire une fois l'acte sexuel terminé, que ce soit préservatif masculin ou féminin, et voilà. Il n'y a pas besoin de prévoir avant, il n'y a pas besoin d'avoir des choses sur la durée, c'est juste sur le moment, j'ai un préservatif, je peux le mettre. La deuxième raison pour laquelle c'est le mode de contraception le plus utilisé, c'est qu'en plus d'être un moyen de contraception, c'est le moyen d'empêcher les infections sexuellement transmissibles, les IST, d'être transmises. Si vous avez une IST, que ce soit une IST grave, on a parlé du sida par exemple, il y a d'autres IST graves, ou une IST bénigne mais désagréable, hein, il y en a plein malheureusement, qui provoquent des boutons, des démangeaisons, des choses dans le genre, pour empêcher de le transmettre à quelqu'un d'autre, et ben le moyen c'est le préservatif. Ce préservatif, en plus d'empêcher le sperme de passer, empêche le contact entre les parties, donc que ce soit le vagin et le pénis, mais on peut aussi imaginer que ce soit un rapport anal, dans ce cas-là ça empêchera le contact entre l'anus et le pénis, mais on peut aussi imaginer un rapport buccal, ça empêchera le contact entre le pénis et la bouche ou entre le clitoris et la bouche. À ce moment-là, le préservatif empêchera les contacts, donc empêchera la transmission du pathogène. Que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, que ce soit un champignon, etc. On empêchera la transmission du pathogène, donc on empêchera la propagation de la maladie. Donc c'est pour ça que c'est une méthode extrêmement utilisée en France et dans le monde de contraception. Je vous conseille à titre personnel, c'est un conseil hein, pour le coup, mais à titre personnel, je vous conseille que vous soyez un mâle ou une femelle, d'avoir toujours un préservatif sur vous. Euh, pour le cas où vous en auriez besoin, vous savez jamais précisément, surtout pas encore forcément aujourd'hui, mais plus tard, vous savez jamais lorsque vous aurez besoin d'un préservatif, lorsque vous aurez une relation sexuelle. Et ça peut également être utile pour les gens autour de vous qui peuvent vous demander un préservatif parce qu'ils n'ont pas prévu. Je vous conseille à titre personnel d'en garder un sur vous et de vérifier que la date de péremption n'est pas dépassée régulièrement. Ça, c'est une méthode, la méthode la plus utilisée, contraception. Il y a d'autres méthodes de contraception. Il y a tout un tas de méthodes qu'on va appeler non hormonales, dont le préservatif, c'est-à-dire qui n'utilisent pas le principe des hormones sexuelles. Le préservatif est non hormonal, il y en a d'autres. Par exemple ici, c'est ce qu'on appelle un dispositif intra-utérin, ce qu'on appelait autrefois un stérilet, qui est fait avec du cuivre. Je vous ai dit, le cuivre tue les spermatozoïdes. Ce petit dispositif, s'insère dans l'utérus de la femelle. Alors là, c'est un médecin ou une sage-femme qui insère ce petit dispositif. Ce dispositif peut rester longtemps, 10 ans, 15 ans. On peut l'enlever en allant voir la sage-femme ou le médecin au bout d'un moment. Hein, c'est une contraception, donc c'est pas définitif. Et ce petit système au cuivre va tuer les spermatozoïdes qui passent dans l'utérus, donc avant qu'ils aillent au tronc, donc avant qu'il y ait fécondation. C'est un système de contraception très efficace. L'avantage, c'est que là, il n'y a même pas besoin de penser à avoir un préservatif sur soi, il y a juste besoin de l'avoir mis une fois, et tant qu'il est là, c'est un système efficace. Alors, les stérilés, il y en a d'autres, on verra ça. C'est un système, naturellement, qui ne s'insère que chez la femelle, mais qui est un système très efficace.
Le problème du stérilet, hein, vous l'avez compris, c'est que ça n'empêche pas la propagation des IST. Donc c'est à réserver à des personnes qui savent qu'ils n'ont pas d'IST, donc qui ont été se faire dépister, et qui n'ont plus que des rapports exclusifs entre deux personnes. Donc, premier point, il existe des moyens non hormonaux de contraception. Le préservatif, dont j'ai parlé. Le dispositif intra-utérin non hormonal, dont je viens de parler. Parmi ceux-ci, le préservatif est également un moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles et empêche leur propagation dans la population. Point très important, si vous vous protégez, vous, des infections sexuellement transmissibles, vous protégez également toute la population, puisque vous empêchez la propagation dans la population. Vous vous empêchez, vous, de recevoir, mais vous empêchez également de propager aux autres. Vous protégez à la fois vous et les autres. Ça, c'était les moyens non hormonaux. Mais il y a également des moyens hormonaux pour la contraception. Et notamment un moyen très utilisé aujourd'hui en France, qui est la pilule contraceptive. La pilule contraceptive existe chez le mâle comme chez la femelle. Elle n'est pas encore autorisée à la vente chez le mâle, elle sera bientôt. Mais il y a déjà des essais cliniques qui sont en train d'être faits et qui donnent d'excellents résultats. Et il y a d'autres pays dans le monde dans lesquels la pilule contraceptive mâle est très utilisée et donne d'excellents résultats. En France, c'est surtout la pilule contraceptive femelle qui est utilisée. Mais gardez bien l'idée que d'ici quelques années, la pilule contraceptive mâle sera autorisée à la vente et pourra être utilisée avec d'excellents résultats. Qu'est-ce que ça fait? La pilule contraceptive mâle va donner une hormone qui ressemble un petit peu à la testostérone et qui va bloquer l'activité des tubes séminifères. Autrement dit, les tubes séminifères ne vont plus produire de spermatozoïdes. Tout le reste de l'organisme fonctionne normalement. Tout fonctionne normalement. Mais le sperme qui sera produit ne contient pas de spermatozoïdes. Donc si j'ai un sperme sans spermatozoïdes, je peux avoir éjaculation, je peux avoir un rapport sexuel tout à fait normal, mais il n'y aura pas de fécondation et il n'y aura pas de grossesse derrière. Chez la femelle, il y a plein de types différents chez la femelle. La plupart des pilules contraceptives qu'on a imitent l'action de la progestérone. Elles vont donc bloquer la montée d'œstrogène, donc on n'aura pas de pic d'œstrogène. Si je n'ai pas de pic d'œstrogène, je n'aurai pas de pic de LH, donc je n'aurai pas d'ovulation. J'ai pas d'ovulation, j'ai pas d'ovule disponible, donc je n'ai pas derrière de grossesse et de fécondation. En plus de ça, la progestérone va maintenir le col de l'utérus fermé, donc les spermatozoïdes ne pourront pas passer ou très peu. Va maintenir l'utérus dans un stade où il n'est pas capable d'accrocher l'embryon. Donc si jamais il y a quand même une fécondation, l'embryon ne pourra pas s'implanter, il va tomber et donc il n'y aura pas grossesse. Et la femelle ne sentira absolument pas, c'est une cellule, c'est microscopique, il n'y a aucun moyen de le savoir. Et sur la plupart des pilules, quand même, pour garder le cycle, pour que l'utérus se remette bien en place et que du coup, lorsqu'on arrête la pilule, la femelle puisse de nouveau procréer rapidement. En général, il y a quelques pilules qui ne contiennent rien, qui contiennent simplement du sucre, des choses dans le genre. Ça fait baisser le taux de progestérone et donc ça crée les règles. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on donne des pilules à prendre dans lesquelles il ne se passe rien? Vous voyez ici, c'est les pilules marron par exemple qui sont mises ici. C'est pour que la femelle garde l'habitude de prendre la pilule tous les jours et donc n'oublie pas les pilules régulièrement. Parce qu'en revanche, il y a un risque, en oubliant la pilule, que la pilule ne fonctionne plus et que derrière, il y ait une grossesse. Ça sont des pilules quotidiennes, les plus fréquentes. Il existe des pilules qui fonctionnent sur le même principe, qui sont hebdomadaires, qu'on prend une fois toutes les semaines. Il existe des pilules mensuelles. Il existe des dispositifs, par exemple les implants que l'on met sous la peau, qui diffusent elles-mêmes les hormones. Donc il n'y a pas besoin à ce moment-là de prendre la pilule. L'implant est mis et on peut le garder jusqu'à 2 ans. Et pendant 2 ans, il n'y a pas besoin de prendre la pilule, on a le même effet que si on prenait la pilule, etc. Donc il y a vraiment plein de manières différentes, mais des manières hormonales. Donc ici, je rappelle par exemple, les pilules progestatives imitent l'effet de la progestérone, qui ici, ça empêche le pic d'œstrogène, ça empêche le pic de LH,
Et si on a des pilules vides, on recrée la chute ici de progestérone pour refaire les règles. Donc les méthodes hormonales de contraception utilisent des molécules de synthèse qui imitent les hormones sexuelles. Chez le mâle, ces méthodes inhibent la production de spermatozoïdes. Autrement dit, il n'y a pas de spermatozoïdes produits. Chez la femelle, ces méthodes empêchent le pic de LH, donc l'ovulation, maintiennent dans l'utérus dans une forme non fonctionnelle, empêchent le col de l'utérus de passer spermatozoïdes, et il y a encore d'autres effets. Sachant qu'il y a plein de types de pilules différentes, toutes n'ont pas exactement les mêmes effets. Il y a également un autre type de contraception liée aux hormones qui est un tout petit peu spécifique, qui est un peu moins efficace aussi que cela, même si ça reste très efficace. C'est ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Qu'est-ce que c'est? C'est une pilule que l'on va prendre, enfin que la femelle va prendre, là c'est juste la femelle, au lendemain d'un rapport sexuel sans contraception. Il n'y a pas de contraception, il y a eu un rapport sexuel. Le lendemain, ou au pire 48 heures après, la femelle peut prendre une pilule qui va contenir des hormones qui vont faire en sorte que si jamais il y a eu fécondation, l'utérus n'implante pas la cellule œuf. La cellule œuf tombe, la femelle s'en rend même pas compte, et du coup il n'y a pas grossesse. Et ça, c'est une pilule à prendre le lendemain, ce qu'on appelle la pilule du lendemain, enfin le lendemain ou 48 heures après, ou la contraception d'urgence. C'est quelque chose qui est à éviter à long terme. C'est-à-dire si ça arrive une fois, c'est un dispositif qui est fait pour ça arrive une fois, je prends la pilule le lendemain. Si maintenant, tous les mois, vous êtes obligé de prendre une pilule le lendemain, c'est qu'il faut que vous envisagiez une contraception régulière. Contraception qui s'utilise régulièrement, quelle qu'elle soit, que ce soit un préservatif, que ce soit un dispositif intra-utérin, que ce soit les pilules, que ce soit un implant. Si vous êtes obligé de la prendre régulièrement, il vous faut une contraception régulière. La contraception d'urgence, c'est quelque chose qui est plutôt efficace. C'est moins efficace que la contraception régulière, quand même, mais ça fatigue l'organisme. Donc si c'est fait une fois, c'est pas un problème. Si c'est fait plusieurs fois, par exemple plusieurs fois dans l'année, il faut envisager autre chose parce que ça va fatiguer l'organisme. Ça peut provoquer des dérèglements à force. Une fois, ça ne pose pas de problème. Plusieurs fois dans l'année, ça va poser des problèmes. Mais c'est quelque chose qui existe et qui est utilisé et qui est assez efficace. Donc la contraception d'urgence est un traitement hormonal d'urgence qui empêche l'implantation d'éventuels embryons sur l'utérus. Elle est pratiquée en une seule prise après un rapport sans contraception. En général, il faut faire ça le lendemain ou le surlendemain. Il y a certaines pilules qui fonctionnent jusqu'à 72 heures après, donc 3 jours, mais on ne va pas au-delà. Ça, c'était la partie contraception, qui empêche la grossesse. Il existe quand même d'autres méthodes pour ne pas avoir d'enfants. Oui, pardon, excusez-moi d'abord. Les contraceptions, il y en a vraiment plein de types différents. Là, par exemple, pour les femelles, on peut avoir des contraceptions régulières hormonales ou des contraceptions non hormonales. Contraception hormonale, il y a plein de types de pilules différentes. Vous voyez, ici, il y a plein de types de pilules différentes. Il y a des implants. Il y a des dispositifs intra-utérins qui diffusent des hormones. Et il y a des méthodes non hormonales. Donc, les préservatifs dont j'ai parlé, dispositifs intra-utérins au cuivre. Il y a également des anneaux vaginaux. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, n'hésitez surtout pas à aller en parler, soit à un médecin, soit à un infirmier ou une infirmière, soit à aller au planning familial, qui est un endroit qui est fait pour parler de sexualité, de contraception, de grossesse, et qui est un endroit qui est gratuit et anonyme. Et vous pouvez y aller seul, on ne préviendra pas vos parents si vous y allez. Il existe un grand nombre de méthodes de contraception, certaines sont plus adaptées à certains individus qu'à d'autres. Pourquoi plus adapté? Parce que les corps sont pas exactement les mêmes, puis les habitudes de chacun sont pas exactement les mêmes. Maintenant, en plus de contraception, il y a un phénomène qui permet d'éviter d'enfanter, qui est l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, ce qu'on appelle aussi parfois l'avortement. Attention, l'IVG, ce n'est pas la contraception. Pourquoi? L'interruption volontaire de grossesse n'est pas de contraception puisque la grossesse est déjà active. On interrompt la grossesse pour ne pas aboutir à une naissance. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il n'y ait plus de grossesse. C'est quelque chose qui date de 1976 en France. Avant, ce n'était pas autorisé. C'est Madame Simone Veil qui est ici, qui a défendu le projet à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas évident parce que la plupart des personnes à l'époque étaient défavorables à l'interruption volontaire de grossesse, enfin à son autorisation.
Ça a été défendu pour des tas de raisons, notamment le fait qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui interrompaient leur grossesse et elles le faisaient dans des conditions dramatiques qui provoquaient des morts. Parce qu'elles ne pouvaient pas le faire légalement, donc elles ne pouvaient pas le faire dans des cliniques ou auprès d'un médecin, et les conditions dans lesquelles elles le faisaient étaient souvent assez dramatiques. Donc ça a été autorisé depuis. C'est autorisé suivant certaines conditions, et notamment c'est autorisé normalement jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Il y a un projet de loi pour étendre la 15e semaine de grossesse. Ces dates n'ont pas été choisies au hasard, hein. La date de la 12e semaine de grossesse, de 15e semaine de grossesse, ce sont des dates dans lesquelles on est sûr, par exemple, que le système nerveux n'est pas formé, n'est pas fonctionnel, et donc que le fœtus ou l'embryon n'a encore rien ressenti, il n'a pas eu de pensée, il n'a pas eu de sensation, etc. Il y a plein de choses qui jouent. C'est aussi une date qui correspond à des périodes où il n'y a pas de risque pour la mère, etc. Donc l'IVG pour l'instant est légal jusqu'à la 12e semaine en France. Il y a des pays dans lesquels c'est plus. Elle peut se pratiquer par plusieurs manières, soit par voie médicamenteuse. On a des molécules exogènes qui provoquent le rejet de l'embryon. Ça, c'est notamment si c'est fait dans les premières semaines. Il n'y pose pas de problème. La personne va prendre un ou plusieurs médicaments suivant le cas. Il y aura un rejet de l'embryon. Suivant la taille de l'embryon, la personne peut le sentir ou pas. Enfin, la femelle qui porte l'embryon peut sentir le rejet ou pas suivant la taille de l'embryon. C'est plus ou moins difficile suivant les cas. Rarement, notamment lorsque c'est la fin, ça va se pratiquer par voie chirurgicale. C'est en général lorsqu'il y a un risque pour la santé de la femme porteuse. On fait par voie chirurgicale. Sinon, c'est par voie médicamenteuse, qui est quand même beaucoup plus légère. Ça reste quelque chose qui n'est pas évident. Il ne faut pas imaginer que l'IVG se pratique comme ça en disant tiens, je vais faire un IVG demain, hop, c'est terminé. Non, il y a une procédure, c'est encadré. Au niveau médical, ça peut poser des problèmes. Donc on a une procédure. En revanche, c'est un droit fondamental en France. On ne peut pas empêcher une femelle, personne ne peut empêcher une femelle qui veut avorter avant la 12e semaine de le faire. Quand je dis personne, c'est personne. Ni celui qui aurait été le père de l'embryon, ni les parents, etc. Il n'y a pas de possibilité d'empêcher, c'est un droit fondamental. La femelle a le droit de choisir d'interrompre sa grossesse. C'est très important parce que ça, il n'y a pas possibilité d'empêcher cette personne de faire ce qu'elle veut avec son corps, pour le coup. Et donc, il y a même un délit d'entrave à l'IVG, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'empêcher quelqu'un de le faire. Non, la personne doit pouvoir prendre sa décision toute seule. Ça, c'est lorsqu'on ne veut pas avoir d'enfants. Mais si je veux avoir des enfants, sans arriver à avoir des enfants, je vais avoir des méthodes d'aide à la procréation. Ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation ou la procréation médicalement assistée, qu'on appelle PMA. Alors, si un couple hétérosexuel a des rapports vaginaux réguliers, et après 1 an de rapports vaginaux réguliers, sans contraception, n'arrive pas à avoir d'enfants, on va parler d'infertilité. Cette infertilité fait que on n'arrive pas à avoir de grossesse. Si cette infertilité ne peut pas être résolue sans intervention médicale, on parle même de stérilité. L'infertilité, elle peut se résoudre toute seule, mais parfois les couples n'ont pas envie d'attendre que ça se résolve tout seul, notamment parce qu'ils ont décidé que c'était le moment pour lequel ils voulaient avoir un enfant. Dans ce cas, lorsque j'ai de la stérilité ou de l'infertilité, il y a le droit en France de recourir à l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, qu'on appelle parfois la PMA, c'est-à-dire procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée, elle va commencer par une étape importante qui essaye de déterminer pourquoi on n'arrive pas à une grossesse. Pour ça, on va regarder plusieurs choses. Chez le mâle, on va regarder en général le sperme. Vérifier que le sperme, il y a suffisamment de volume de sperme, il y a suffisamment de spermatozoïdes, que les spermatozoïdes sont normaux, que les spermatozoïdes sont suffisamment rapides, que les spermatozoïdes sont suffisamment vivants. Bref, on va pouvoir regarder le sperme. Comment ça se fait? On demande au mâle d'éjaculer dans un laboratoire où on récupère son sperme, et puis après, ça va être observé au microscope avec tout un tas d'analyses pour voir si le problème vient du sperme du mâle. Chez la femelle, on va regarder également d'autres choses, on va surtout regarder les hormones. Vérifier que les hormones
suivent bien un cycle normal. Pourquoi les hormones? Parce qu'on a vu que les hormones intervenaient dans tous les aspects du cycle. Donc si je n'ai pas j'ai quelque chose qui ne va pas dans le cycle, je le verrai au niveau des hormones. Donc la première étape, ça va être déterminer ça. Lorsqu'on détermine ça, on s'aperçoit aujourd'hui que dans 33%, c'est un problème qui est lié à la femelle, dans 20%, c'est un problème qui est lié au mâle, dans 39%, c'est un problème qui est lié aux deux en même temps, et puis dans 8%, on ne le sait pas. Donc, une fois que l'on a déterminé la cause, on va pouvoir traiter. La première étape de la MP, c'est l'identification de la cause d'infertilité. On regarde différents paramètres, la qualité du sperme du mâle, les variations hormonales de la femelle, etc. Une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir traiter. Alors les traitements, il y en a plein. Les traitements peuvent être un traitement tout simplement d'habitude de vie. On peut demander à des personnes de changer certains aspects, par exemple leur alimentation. Une alimentation trop grasse augmente les risques d'infertilité. Le tabac augmente fortement les risques d'infertilité chez la femelle comme chez le mâle. Donc on peut demander aux personnes d'arrêter de fumer, de manger moins gras, parfois faire plus de sport, parfois faire moins de sport. C'est surtout chez le mâle. Faire moins de sport peut être important lorsqu'il fait énormément de sport. Souvent, au contraire, on demande de faire un petit peu plus d'exercice physique, donc de sport ou n'importe quoi. Ça aide aussi à la fertilité. Parfois, ces changements d'habitude ne suffisent pas. On va avoir d'autres choses. On peut avoir des traitements médicaux. Par exemple, si on voit que chez la femelle, il y a un problème hormonal, ce qui peut parfaitement arriver, on peut donner des stimulations hormonales, donner des molécules qui ressemblent aux oestrogènes pour avoir le pic d'oestrogène et l'ovulation, par exemple. Ou chez le mâle, donner des hormones qui permettent de favoriser l'activité de LH et de FSH, etc., etc. Donc, premier point, on peut avoir des traitements hormonaux. Ça, on commence toujours par ça, on commence toujours par les traitements les moins violents. Puis, si on voit que ça ne marche pas encore, on va passer par d'autres traitements. Et certains traitements ont besoin d'intervention chirurgicale. L'un des traitements qui va être fait assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle la FIVET. Qu'est-ce que c'est une FIVET? C'est une fécondation in vitro et transplantation d'embryons. De quoi il s'agit? On va stimuler avec des hormones la production d'ovules par les ovaires. Puisqu'on injecte avec des hormones très fortes, on va obtenir exceptionnellement plusieurs ovules par cycle. Ces ovules, on les prélève. On choisit les meilleurs. Pendant ce temps, on a recueilli les spermatozoïdes du mâle, dans du sperme, et on a choisi les meilleurs. On les met ensemble in vitro, donc on met ensemble l'ovule et les spermatozoïdes. On les met juste à côté, comme ça on sait qu'il y a fécondation. On récupère les cellules œufs. Et les cellules œufs, on attend qu'elles soient un tout petit peu développées pour les remettre dans l'utérus de la femelle. Et donc dans ce cas, on augmente énormément les chances de grossesse. Comme on fait ça sur plusieurs embryons, on augmente également les chances de grossesse multiple, c'est-à-dire d'avoir des jumeaux ou des triplés. Ce système-là fonctionne plutôt bien, mais il n'a que 30% de chances de réussir, parce que si on arrive à cette étape-là, c'est que les autres étapes avant ont marché, donc il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas chez les organes du mâle ou de la femelle. Cette étape-là, qui est une étape importante, peut se faire avec des ovules d'une autre personne, si quelqu'un a donné des ovules, peut se faire avec du sperme d'une autre personne que celui qui va aider les enfants. Il y a des personnes qui donnent leur sperme pour justement permettre à des personnes qui voudraient avoir des enfants d'en avoir. Bref, on peut imaginer ceci, on peut même imaginer que si la femelle n'a pas l'utérus qui permet d'avoir une grossesse, ça soit une autre personne qui porte les enfants. Alors, en France, ce n'est pas autorisé, mais c'est autorisé dans d'autres pays. Et donc, ce qu'on appelle la gestation pour autrui, ce qu'on appelle également une mère porteuse. C'est autorisé par exemple en Belgique ou aux États-Unis. Donc, vous voyez, ce phénomène-là, la FIVET peut être fait directement avec le couple qui veut avoir d'enfants, et donc qui sont à la fois les parents biologiques et les parents qui élèvent les enfants. Ça peut être fait éventuellement avec quelqu'un d'autre. Soit pour le sperme, soit pour les ovules, soit pour l'utérus qui portera. En France, on n'a pas la gestation pour autrui pour l'instant. Donc, gardez à l'idée, en France, c'est surtout fait avec
les mêmes parents biologiques et parents qui élèvent, ça peut être fait ailleurs, autrement. On en parle juste après. Donc, une fois la cause de la fertilité établie, les traitements se proposaient. On peut traduire de traitements médicamenteux, notamment hormonaux. Ça peut aussi être des techniques plus contraignantes comme la FIVET, la fécondation in vitro et transfert d'embryons. Je l'ai dit, vous avez vu, la FIVET peut se faire avec un don de sperme, un don d'ovocytes, avec une mère porteuse. On peut imaginer par exemple d'avoir un couple homosexuel un couple de femmes homosexuelles qui fait appel au don de sperme d'un donneur pour avoir un enfant, etc. Tous ces aspects-là posent des questions, notamment des questions éthiques. Et on a des débats éthiques et politiques, savoir ce qu'on doit autoriser, ce qu'on ne doit pas autoriser. Vous avez énormément de débats, vous pourrez trouver des tas de débats là-dessus. Dans l'immense majorité du temps, les arguments qui sont donnés par les défenseurs d'un camp ou d'un autre sont totalement fallacieux, sont des choses qui sont soit fausses, soit qui sont extrêmement exagérées, bref, des arguments qui ne sont pas valables. Il y a pourtant, dans les deux camps, à chaque fois, des bons arguments, des arguments réels, scientifiques, et puis après économiques, sociaux, etc., qui sont des vrais arguments qui vont permettre de faire avancer le débat. Bien évidemment, c'est absolument pas mon rôle de vous dire sur quel aspect, quel doit être votre avis. C'est à vous de former votre propre avis. Gardez bien cependant à l'idée que la plupart des arguments qu'on va sortir ne sont pas des bons arguments. Vérifiez scientifiquement que les arguments que l'on vous avance sont des arguments valables. Et donc derrière, pensez bien aux questions. C'est une question complexe, hein. Si on en parle encore politiquement, c'est que ce sont des questions complexes, des questions qui posent tout un tas de questions parfaitement légitimes. Et la loi actuellement est sur le point d'évoluer. Est-ce qu'elle va évoluer ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Mais il y a une volonté de la faire évoluer pour des tas de raisons, hein. Des bonnes raisons, comme je l'ai dit, des raisons un petit peu moins bonnes. C'est à chacun de voir à quelle raison on apporte le plus d'importance. Mais il y a des vrais arguments scientifiques. Fondez bien sur de vrais arguments scientifiques ce qui se passe. Voilà qui termine notre cours sur la procréation et la sexualité. La semaine prochaine, on reparlera de tout ça, notamment de contraception, notamment si vous avez des questions par rapport à tout ça, gardez-les, ou des questions par rapport à la procréation médicalement assistée, etc. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous demande du coup de recopier ce cours qui est un petit peu long et de l'apprendre, et je vous revois la semaine prochaine.